Alors on l'a dit, il y a un différent regard tout au long de cette matinée. Vous avez eu un point de vue tout à fait différent avec la pièce de théâtre, même si par certaines situations, peut-être certains ou certaines se sont reconnus dans ce qui s'est dit. Et puis maintenant, on va avoir une autre vision, une vision plus philosophique, plus réfléchie peut-être, sur l'insertion des personnes handicapées dans l'entreprise, leurs difficultés aussi à s'insérer, pas que dans l'entreprise, dans la société en général, avec un conférencier qui s'appelle Denis Coquet. Alors Denis Coquet qui nous rejoint sur scène, vous allez le voir, il a cette capacité à nous expliquer facilement des choses qui ne sont pas forcément facilement explicables, à mettre les problèmes à la portée de tout le monde, mais aussi à donner quelques pistes de solutions, parce que c'est bien l'objectif de la matinée, c'est de trouver quelques solutions à l'emploi des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Le temps que le rideau s'ouvre, je vous demande d'applaudir Denis Coquet. Bonjour. Alors, quelques mots pour me présenter auprès de vous. Vous savez, on dit souvent que la vie, en tout cas ce qui fait que cette vie qui nous est donnée devient nôtre, c'est au travers de rencontres. Et personnellement, moi j'en ai vécu une qui a été très forte. Il y a quelques années, j'ai rencontré un mur en moto. Et ça a été le plus intelligent des deux qui a cédé le premier, c'est-à-dire moi. Et j'ai eu tous les nerfs qui commandent le bras droit arraché de la moelle épinière. Donc même si on vous propose l'expérience à pas cher, dites non, parce que c'est quand même pas simple à traverser. Et donc je me suis retrouvé, juste après le bac, j'avais 18 ans, à ne plus savoir écrire. C'est une des raisons qui m'a poussé à faire une fac de lettres. Quand on me demandait en première année pourquoi je venais étudier la littérature, habituellement je disais que c'était pour venir apprendre à écrire. Et ce que j'aime, parce que vous ne voyez pas, moi je vous vois, vous voyez, la grande joie avec le handicap, c'est que dès qu'on se met à en parler, ça plombe tout le monde. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que sorti de la pièce, vous étiez encore à peu près souriant, ça fait 2 minutes que je vous parle, et j'ai l'impression d'être sponsorisé par Kleenex. C'est extraordinaire quand même. Alors, ce qui est merveilleux avec le handicap, c'est que quand c'est le handicapé qui parle, ça plombe. Puis maintenant, il y a l'AGFIP qui s'en mêle. C'est extraordinaire, vous voyez. C'est-à-dire que nous, on tire le poil et l'AGFIP le coupe, si vous voulez. C'est-à-dire que non seulement, quand on aborde la question du handicap, ça pète le moral, mais maintenant, en plus, ça prend les sous des entrepreneurs. C'est merveilleux, le handicap, je trouve. Voyez, ce qui est assez cocasse, c'est que par métier, je suis conseil de direction. C'est-à-dire que je passe mon quotidien, mon temps, à fréquenter des dirigeants que je conseille. Alors vous allez me dire comment on arrive dans le conseil de direction après un parcours où, à 18 ans, je ne savais plus écrire. La question, je vous la pose. Quand vous me regardez, quel est le point commun évident entre un dirigeant et moi ? Enfin, ceux qui... c'est évident, on cherche tous les deux un bras droit pour réussir. Le mien est paralysé, donc je leur demande souvent dans quel état est le leur. Normalement, ça met une ambiance, vous voyez. Ça crée des liens. Et c'est vrai que ce que j'ai petit à petit appris, c'est finalement que, comme c'était dit d'ailleurs dans la pièce, la question du handicap, elle survient dans une vie. Vous savez que peu naissent handicapés. On le devient la plupart du temps accidentellement. Donc peut-être vous aurez vous aussi votre chance. Vous inquiétez pas. Ça peut arriver, même à vous. Et ça, c'est le deuxième avantage de l'handicapé. C'est qu'une fois qu'il vous pète le moral à cause de ce qui lui est arrivé, vous avez quand même une gratitude intérieure immédiate, c'est que ce n'est pas à vous que c'est arrivé. Vous voyez, si la crise a malmené les épargnants, le handicap vous fait prendre conscience de votre état d'épargné, en fait.
Ça ne vous est pas arrivé. Vous voyez, c'est un sujet qui n'est pas simple. Hein. Pourquoi il n'est pas simple? Parce qu'il n'y a qu'à voir des centaines de personnes qu'on a dû refuser ce matin pour venir ici. Il y a une queue à l'extérieur, vous n'avez même pas idée. Des centaines de personnes voulaient entendre parler du handicap. Vous devez connaître l'organisateur pour avoir pu rentrer, ce n'est pas possible. Vous remarquez que, quand même, très clairement, c'est un sujet qui n'est pas franchement Pepsi, quoi. Je suppose que beaucoup d'entre vous travaillent en structure auprès de travailleurs en situation de handicap. Ça donne quoi en cocktail quand vous expliquez votre profession? C'est souvent assez cocasse. J'ai eu des retours comme ça. Vous savez, toi tu fais quoi? Moi je travaille chez L'Oréal. Ah ouais, tu le vaux bien. Et toi? Moi je m'occupe d'insertion de travailleurs en situation de handicap. Oh, t'as dû être au chômage longtemps. Oui, c'est vrai qu'a priori, ce n'est pas un enjeu qui est perçu comme attractif. Il faut le reconnaître. Alors que c'est merveilleux le handicap. Merveilleux, c'est à conseiller à tout le monde. D'ailleurs, la première chose qui est merveilleuse, contrairement à la grippe, c'est que ce n'est pas contagieux. C'est fabuleux. Admettons, à la fin de mon intervention, je vais peut-être serrer la main à l'un ou l'autre d'entre vous. Je vais vous la rendre. C'est vrai. Et en plus, elle bougera encore. Je ne fais pas de collection de mains. Encore moins de mains de jardin. Vous voyez, c'est non. C'est fabuleux. Je veux dire, la grippe H1N1 va sponsoriser les handicapés, je pense. Fréquentez-nous, vous resterez tel quel. Non, puis le handicap, c'est merveilleux. Ça transfigure le quotidien. Vous savez que pour avoir une vie intense, pour vivre quelque chose de fort, normalement, il faut aller très loin, il faut aller à l'étranger, il faut être dans des situations périlleuses, il faut se jeter du haut des ponts, en n'oubliant pas l'élastique, sinon vous serez les bienvenus dans la famille. Ce qui est merveilleux avec le handicap, c'est que c'est la séquence émotion au quotidien. Vous voyez ? Moi, les premières années, je me levais le matin et naïvement, j'arrivais dans la salle de bain, il fallait me laver les dents. C'est extraordinaire. Alors, je prenais ma brosse à dents. Après, je la reposais parce que je prenais le tube de dentifrice. Que je reposais parce que je reprenais ma brosse à dents. Je pouvais passer la matinée dans la salle de bain. Fabuleux. Vous voyez, d'un seul coup, le quotidien devient intense. Quand vous allez faire vos courses au supermarché, ordinairement, qu'est-ce qui se passe arrivé en caisse? Normalement, vous remportez ce que vous avez acheté. En tout cas, chez les dames, je n'ai pas de souci de ce point de vue-là. Les messieurs ont parfois quelques égarements, mais... comment vous faites quand vous arrivez en caisse et que vous avez réglé vos courses? Aucun d'entre vous ici s'est posé la question. C'est évident. Grâce à certains handicaps, ça devient pas simple du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut les mettre dans un sac, ces courses. Alors comment vous faites? Avec une main, c'est pas simple. Alors, il y a plusieurs possibilités. La première, vous n'achetez que 2 articles. Ça règle la problématique, mais il faut venir souvent. La deuxième, vous ouvrez le sac plastique avec les dents en le tenant d'une main, ce qui donne une classe folle en caisse. Il faut reconnaître. Ça aide, ça crée des liens. J'ai mis plusieurs années à découvrir qu'il y a une autre voie. C'est de demander à celle qui est en caisse de m'aider à mettre ce que je venais d'acheter dans le sac. Ça a l'air très simple dit comme ça. Il m'a fallu plusieurs années pour découvrir qu'un des enjeux du handicap, c'est qu'il vous permet de faire de la place à l'autre. Pourquoi? Parce que vous n'allez peut-être pas y arriver par vous-même. Apprendre à faire de la place à l'autre. Apprendre à coopérer avec lui. Alors après, il se passe des trucs bizarres, c'est que la caissière, elle est souvent tellement heureuse de le faire qu'elle n'a pas perdu sa journée. Bon, j'en ai pas encore épousé une, mais ça crée des liens. Apprendre à faire de la place à l'autre. Apprendre à tenir sa place sans prendre toute la place. Commencez à comprendre pourquoi je travaille avec des dirigeants. Apprendre
en situant sa place, à faire de la place à l'autre. J'ai discuté récemment avec un dirigeant et je lui disais, mais c'est incroyable comme la problématique de l'handicap vous concerne. Ordinairement, ça fâche, comme on dit de ça. Je dis, mais oui, mais c'est quoi? Et la pièce nous l'a mis en lumière. Quelle est la première difficulté de l'entreprise face à la question du handicap moteur? Cette ambiance. Non, mais remarquez, moi je ne savais pas que j'allais parler devant des muets, si vous voulez. Camarades handicapés, bienvenue. Vous pouvez oser. Quelle est la première difficulté de l'handicap moteur en entreprise? Ouais. Plus fort? Les marches. Absolument. Dit autrement, ça s'appelle l'accessibilité. Pas forcément facile d'avoir accès, parce que les marches. Mais moi, c'est une approche qui me va tout à fait avec les dirigeants. Je travaille avec eux au quotidien et souvent, je ne les trouve pas très accessibles. Donc c'est quand même pas rien d'avoir comme point commun majeur un dépassement dans l'ordre de l'accessibilité. Parler comme ça, on dirait que finalement le handicap est merveilleux parce que le handicap permet de grandir, le handicap permet de faire grandir. Personnellement, j'ai mis des années à dire ça parce que vous savez que ça peut rendre très con le handicap. Mais vraiment, hein. Là, faut arrêter tout de suite de prendre un air condescendant. Comme tout ce qui fait très mal, ça peut rendre très con. Pourquoi? Parce que ça peut replier sur soi. Ça peut être subi comme une telle violence qu'on devient soi-même violent. Parce qu'on peut avoir une telle perception d'injustice dans le fait que ce soit arrivé à nous et qu'on ne sait pas qui est responsable et encore moins coupable, qu'on en veut à la terre entière. Je suis resté dans cette perspective-là pendant plusieurs années, où j'étais un peu agressif, parce que je me percevais très agressé. Et puis, ça vient souvent tellement maltraiter l'image qu'on a de soi, qu'on veut absolument tout prouver à tout le monde. C'est éreintant pour l'entourage, hein. Il faut toujours qu'on arrive à faire aussi bien, voire mieux, et peut-être plus vite. Vous savez, quand j'ai eu mon accident de moto, moi je suis de Haute-Savoie. Et depuis toujours, j'ai fait de la montagne. Je pratiquais l'escalade avant mon accident. Mon oncle est un des pionniers du deltaplane. Et donc, depuis tout petit, j'avais à cœur de grimper, de voler. Vous me direz maintenant, si je vole, je vais tourner en rond, hein. Mais en tout cas, à un moment donné, ça n'a plus été possible. Et c'est vrai que dans un premier temps, ça a été une très grande logique de soustraction. Je pouvais moins faire moins de choses. 18 ans, c'est jeune, hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu as ta vie qui s'annonce devant toi et que tu vois que telle que tu avais prévu que tu allais la vivre, ben, ça ne va pas être possible. Ça ne va plus être possible. Et là, il y a un enjeu clé, c'est sur quoi tu poses ton regard. Est-ce que ton regard, tu le poses sur le rétroviseur? Et là, ça va tourner au mur des lamentations, puisque tu vas commencer à parler constamment en te référant à avant. Avant. Avant d'arriver à dire demain, alors que demain, ça sera vachement mieux, j'en sais quelque chose, ben, il faut du temps. Arriver à décoller le regard du rétroviseur pour le planter dans le pare-brise. Il faut être aidé aussi pour ça. Peut-être que certaines d'entre vous ici, vous aidez à pivoter le regard et à découvrir que si le handicap est d'abord une logique de soustraction, et ça, il ne faut pas se le cacher, hein. Il ne faut pas amoindrir. De fait, on perçoit qu'on peut moins faire.
Les championnats de tricot, j'ai dû arrêter. On me dirait, ça n'a pas été un drame. Enfin, il y a quand même un bon nombre de trucs que j'ai dû arrêter. Si c'est une logique de soustraction dans ce qu'on fait, est-ce que dans ce qu'on vit, est-ce que dans la relation à l'autre, c'est aussi une logique de soustraction? Ben, un peu. Déjà qu'à 18 ans, on n'est pas très bien dans sa peau. Là, je ne vous dis pas l'état du bonhomme. Me situer debout dans le regard de l'autre, ça devenait très difficile. Donc vous voyez, dans le faire, dans l'activité, c'est une soustraction. Dans la relation à l'autre, dans le vivre, c'est souvent une pollution. Alors il y a une question qu'il faut vite se poser. Est-ce que dans l'être, est-ce que dans le qui je suis, c'est d'abord une soustraction, c'est d'abord une pollution? Ou est-ce que, au travers de là où j'ai été blessé, il y a peut-être un enjeu, peut-être un appel à éclore plus profondément? Ce que le handicap m'a appris, c'est que quand il n'y a plus de sortie, il y a peut-être une entrée. Quand il n'y a plus de sortie dans l'activité, quand il n'y a plus de sortie dans la relation, il y a peut-être une entrée à trouver. Et cette entrée, elle est peut-être à situer dans l'être. L'être, c'est quoi? Il n'y a rien de plus concret que l'être. Ça touche qui vous êtes. Ce que vous faites peut changer, ce que vous vivez aussi. Normalement, le qui vous êtes, il demeure. Identité, idem, ce qui demeure. Ordinairement, ça doit faire un certain nombre d'années. Tous les matins, quand vous vous réveillez, c'est encore dans le même corps. Si vous en doutez, consultez. Oui, mais normalement, l'être, c'est ce qui demeure. Moi, j'ai eu à me poser la question. Étonnamment, cette question, elle est arrivée très tôt parce que je me suis posé à l'hôpital, tout perfusé, tout cassé. Je me suis dit, mais très vite, j'ai vu ce que j'allais plus pouvoir faire et j'essayais de comprendre ce qui m'arrivait. Il n'y avait pas de raison. J'essayais de voir ce que j'allais en faire. Et c'est étonnant parce que, comme dans la profondeur de qui j'étais, une conviction s'est mise à monter. Timide au départ, mais si ça s'est arrivé, c'est peut-être pas par hasard, et tu as peut-être quelque chose à en retirer. J'ai mis des années à découvrir que, au travers d'être éprouvé, il y a peut-être un chemin qui s'ouvre et on devient initié. Le moment où l'épreuve, qui bien souvent apparemment ferme, il n'y a pas de sortie, elle peut être un chemin d'initiation, et là on peut trouver une entrée. Vous savez, moi, ce que le handicap m'a appris, c'est très vite à voir ce qui pouvait échapper à la menace. Quand vous êtes corporellement touché, vous avez intérieurement une perception toujours très aiguë de qu'est-ce que c'est que d'être menacé, parce que votre corps en porte la trace. Et très vite, j'ai essayé de mettre en lumière, mais est-ce que tout est menaçable? Est-ce que la menace peut s'exercer partout? Est-ce que je vais passer ma vie en autoprotection? La menace, elle peut s'exercer sur ce qu'on fait, ça c'est sûr. Des chiffres étaient dits tout à l'heure. Notre activité, notre emploi, on peut le perdre. La menace, elle peut s'exercer sur la relation. Une relation peut s'amoindrir, elle peut aussi cesser. Est-ce que la menace peut s'exercer sur qui on est? C'est pas simple comme question. Est-ce que la menace peut s'exercer sur l'être? Est-ce que quelqu'un veut être qui vous êtes à votre place? Ça se saurait. Est-ce qu'en étant qui vous êtes, vous prenez la place de quelqu'un d'autre dans l'être? Non. Le petit Raymond le disait tout à l'heure, l'être, c'est le lieu de l'unicité. C'est le lieu de ce qui est le plus unique. Et ce qui est le plus unique, comme tel, n'est pas menaçable.
étonnamment, le handicap, moi, m'a appris à essayer de prendre pied, de prendre appui à l'intérieur sur ce qui échappait à la menace. Et voire même de faire usage de ce qui m'était arrivé pour éclore davantage. Un petit repère que j'aimerais vous donner, qui moi m'a beaucoup aidé. On a tous peur de la séparation. La séparation est tout le temps, ou en tout cas souvent maltraitante, que ce soit dans l'activité ou dans la relation. Moi, ce que mon petit parcours de vie m'a appris, c'est qu'au travers de séparation, on apprend à éclore. La séparation vient parfois nous réclamer une unité intérieure qui est plus profonde que ce dont on est en train d'être séparé. Vous savez, je suis plongeur. Pas en restaurant, hein, parce que là, j'ai pas le matos. Sous l'eau. Vous savez, en plongée, la première fois que j'ai plongé, j'ai découvert un truc assez étonnant. Vous savez ce que c'est que le geste de base d'un plongeur avec les bras? Est-ce qu'il y a des plongeurs dans la salle? Ou des plongeuses? Ah, il y en a une. C'est quoi le geste avec les bras? Alors, il y a celui-là quand tout va bien, effectivement. Mais comment on tient ses deux bras sous l'eau quand on plonge? Alors, regardez. Sous l'eau, les bras, on les tient comme ça. C'est vrai que c'est un sport de feignant. Parce que moins vous en faites, moins vous consommez d'air. Faut pas trop s'activer. Et c'est vrai que de voir sous l'eau, la première fois que j'ai plongé, ces personnes qui tenaient leurs bras l'un par l'autre, je me suis dit, tiens, c'est un geste que je connais. Et je me suis mis à apprendre à plonger. Et j'ai un souvenir en plongée, j'ai appris à en plonger en Corse, et j'ai fréquenté la mer Rouge après. Et puis un jour, j'ai un ami plongeur qui m'a invité en Bretagne. Alors ceux qui ne connaissent pas la plongée, ça leur parlera peut-être pas beaucoup, mais quand tu as appris à plonger en Corse, la Bretagne, c'est à peu près l'équivalent du programme essorage sur ta machine à laver. C'est-à-dire que quand tu sautes du Zodiac, tu es au bord de vomir ton 4 heures, et quand tu te retrouves dans l'eau, tu cherches le bouton arrêt marche. Et ça te secoue, ça te secoue, ça te secoue. Et c'est la première fois où je suis descendu aussi vite, aussi profond. J'ai vidé mon gilet, j'ai plus d'oxygène, pour descendre. Et autour d'une dizaine de mètres, je me suis retourné, je me suis mis sur le dos, j'ai regonflé mon gilet, je me suis mis en flottabilité nulle, c'est-à-dire je ne montais ni ne descendais. Et j'ai eu en visuel, comme ça, tous les flots au-dessus de moi qui étaient déchaînés, et le lieu où je me tenais était parfaitement paisible. Quand tu as l'expérience du handicap, tu es presque contraint à ça, à descendre à une profondeur où tu n'es pas sans arrêt malmené, où tu n'es pas sans arrêt menacé. Mais pour y aller, on n'y va jamais seul. Pour y aller, c'est déjà très vrai en plongée, mais c'est encore plus vrai dans la vie. Il faut avoir confiance. Ceux qui ont déjà plongé ici savent très bien que si tu as la trouille ou si tu psychotes en surface, dès que tu te mets à descendre, c'est de pire en pire. Parce que la profondeur accroît ton état psychologique. S'il était un peu négatif, par 15-20 mètres, il va être carrément très très négatif. Tout ça pour dire que pour accepter, pour choisir de descendre, il faut y être aidé. Et là, je vous le disais tout à l'heure, le handicap, la personne en situation de handicap, la personne marquée par un handicap, elle appelle par son existence même, à côté d'elle, quelqu'un qui va coopérer. Quelqu'un qui va peut-être l'aider à retrouver confiance. Confiance pas simplement en ce qu'elle peut faire,
confiance en ce qu'elle peut vivre, mais confiance en qui elle est. Parce qu'un des premiers lieux où le handicap vient exercer sa maltraitance, c'est sur la dignité. On commence à croire qu'on vaut moins. C'est pour ça qu'en entreprise, si certains travaillent pour des raisons alimentaires, celui qui est en situation de handicap travaille bien souvent pour des raisons dignitaires, pas qu'alimentaires. Ce qui se joue, c'est pas ce qu'il va manger. Ce qui se joue, c'est sa dignité. Et s'il y a des dirigeants dans cette salle, je peux vous dire que ça donne une détermination intérieure pour travailler et réussir, que bien souvent, on ne trouve pas autour. Vous savez, il y a un sport national qui est très très pratiqué en France, et je pense qu'on est multimédaillé dans ce domaine-là, c'est l'apprentissage, d'apprendre à se plaindre. Écoutez, très honnêtement, si c'était discipline olympique, sur le podium, je crois qu'il y aurait essentiellement des Français. C'est vrai, c'est fabuleux. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, ça les hallucine hein, en France. En France, tu arrives, tu commences par faire quoi? La gueule. Tu ne sais pas trop pourquoi, l'autre non plus, mais c'est bien vu. Et quand tu l'ouvres ordinairement, c'est pour dire quoi? Ce qui ne va pas. C'est impressionnant. Hein. Cette aptitude du Gaulois a commencé à se plaindre. C'est pour ça qu'il faut mettre des filtres. Pour arrêter la toxicité de la plainte. Sauf que quand tu as l'expérience d'être ou d'avoir été fortement maltraité par un handicap, tu ne te plains plus des mêmes raisons. Très honnêtement. Il y en a, il m'en reste qu'une, mais je leur collerai bien dans la figure. Je trouve ça indécent d'entendre certaines personnes comme elles se plaignent. En disant, mais vous avez plein de mains et vous vous plaignez. Quand je vois ce que vous en faites, c'est bien dommage. Quand une personne marquée par un handicap entre en entreprise, c'est très souvent toute l'échelle des valeurs qui est remise à niveau. Quand vous voyez quelqu'un marqué par un handicap se déterminer, batailler, vouloir réussir, autant pour acquérir son diplôme, son expérience et sa compétence, que pour se déterminer à réussir dans ce qu'il est en train de faire. Je peux vous dire qu'autour, ça se plaint moins. Je travaille avec des dirigeants, comme je vous le disais. J'ai cofondé un cabinet de conseil de direction qui s'appelle Jade Vision. Alors pourquoi Jade? Parce que mon associé qui est là s'appelle Jacques et que je m'appelle Denis. Oui, si c'était appelé Marcel et que je m'étais appelé Pierre, on aurait fait Mappy. Mais bon, c'est déjà fait. Et Jade, c'est aussi une pierre, et c'est une pierre semi-précieuse. C'est une pierre verte, c'est une pierre qui est marquée par l'espérance. Et c'est vrai que mon quotidien, c'est d'avoir des dirigeants en face de moi. Et en face de moi, qu'est-ce que je perçois d'eux? Qu'est-ce que j'entends d'eux? J'entends que l'entreprise, elle a mal à l'homme. Performer peut nuire gravement à la santé. Je pense qu'on va la voir bientôt marquée dans nos téléphones portables par certains opérateurs. Performer peut nuire gravement à la santé. L'exigence de performance peut finir par être très maltraitante des hommes. À commencer, et c'est le paradoxe peut-être auquel ceux qui ne les fréquentent pas s'en rendent compte, à commencer par les dirigeants eux-mêmes. Il y a de l'auto-maltraitance au nom de la performance. Et la performance vient maltraiter quoi? Le corps, la relation. Est-ce que l'entreprise, moi je vous pose la question autrement, est-elle ou n'est-elle appelée à être qu'un lieu de performance?
D'abord, si elle n'est pas performante, elle va fermer. Hein. Donc faites gaffe quand vous relativisez la performance. Hein. Elle se doit d'être performante. Mais est-ce que l'enjeu qui va lier des hommes les uns aux autres ne peut être que de performer, ne peut être qu'ensemble accroître une productivité, un rapport production-temps, production-moyen qui s'optimise. Vous savez ce que ça donne au niveau de la personne, ça ? Ça l'instrumentalise. Et une personne qui est instrumentalisée, ça donne quoi dans l'entreprise ? Assez vite du mal faire, assez vite du mal vivre et très profondément du mal-être. Vous savez quels sont les symptômes du mal-être ? Le premier, c'est la division intérieure. Je n'arrive plus à faire l'unité entre ce que je fais et qui je suis. Je n'arrive plus à faire l'unité entre mes désirs les plus personnels et mes contraintes professionnelles. Je n'arrive plus à faire l'unité entre la nécessité de réussir et mon désir d'essayer de m'accomplir. Vous savez que ça, c'est inhérent à tout homme, hein, toute femme. En travaillant, en réussissant, essayer de s'accomplir, c'est-à-dire essayer d'aller au bout de qui nous sommes. Premier symptôme, la division intérieure. Il y en a un deuxième, qui est la fragmentation. La fragmentation, c'est quoi ? C'est de faire appel non pas à tout ce que je suis, mais à une partie de ce que je suis. Non pas de faire appel à toute ma personne et ma dimension professionnelle, mais peut-être qu'à mes compétences. Or, de travailler fragmenté génère du mal-être. Et puis, un dernier symptôme du mal-être, c'est le mouvement permanent. Le fait de nous faire toujours courir. Alors c'est assez simple, on pourrait faire un atelier anxiogène, si vous voulez, après, pour bien se péter le moral. On vous fragmente, on vous divise, on vous fait courir. Tout ça, thermostat 8 pendant 10-15 ans. Quand on sort la personne du four, elle est cuite. Quels vont en être les symptômes ? Absentéisme, turnover, difficulté de s'engager réellement, manque de coopération, manque de fierté pour son entreprise, manque d'appartenance. Vous voyez, ça c'est un peu l'état de nos entreprises. Et quand je dis nos, ce n'est pas spécialement en France. Hein. Et les dirigeants avec lesquels je travaille, souvent en pâtissent et aimeraient que ça change. Ils ne savent pas forcément comment. Alors, changer, ça veut dire quoi ? Que l'entreprise ne soit pas qu'un lieu de performance, qu'elle soit un lieu aussi d'aventure, de défi. C'est-à-dire de vivre, non pas seul ce que j'ai à faire, mais de le vivre avec d'autres, d'être liés les uns aux autres. Liés à la performance, qui est la signature d'un système optimisé, l'aventure humaine, le fait de se lier à d'autres pour ensemble réussir. Performance, aventure collective. Et puis il y a une autre dimension qui est clé. C'est un truc tout simple. C'est que ce que je fais, ça puisse avoir du sens. Arriver à lier la performance, l'aventure collective et du sens. Vous faites comment ça ? Comment vous faites dans une entreprise pour remettre ça en lumière ? Ça réclame un changement de mode de représentation tel que c'est un travail monumental. Alors il y a une petite voie qui est possible. C'est pour ça que moi, quand je parle de la personne en situation de handicap, je n'en parle jamais sous le volet social ou sous le volet de la contrainte légale AGFIP. On ne va pas se fâcher, la GFIP on coopère, mais ce n'est pas comme ça que j'en parle. Si vous attaquez par le social ou la contrainte légale, au lâcher de dirigeants, vous faites 8,12 m. Ah, je vous assure, c'est efficace. Comment générer de l'attraction sur un dirigeant ? Très simplement, lui faire croiser
son leadership, l'attraction de son entreprise, sa réussite et ce dont vous êtes en train de parler. Alors maintenant, expliquez-moi comment vous faites croiser leadership, attraction de l'entreprise, réussite et travailleurs handicapés. Cherchez l'intrus. Le lien, il peut se faire d'une manière étonnante. Comment ? À partir du moment où, et la pièce l'a très bien montré tout à l'heure, une personne en situation de handicap est recrutée, accueillie, intégrée, accompagnée, immédiatement, pour ceux qui l'entourent, ça devient une aventure. Et une aventure collective. Pas forcément facile, c'était dit, mais qui peut être extrêmement fédératrice. L'accueil d'une personne en situation de handicap, immédiatement, devient porteuse de quoi ? Porteuse de sens. Pourquoi ? Parce que ce qui se joue, ça ne va pas être simplement de créer des biens, mais de faire du bien. Et ça, c'est peut-être ce qui est le plus recherché, non seulement par celui qui dirige, mais celui qui travaille. Alors l'enjeu, c'est d'essayer de permettre, pour moi, ce ferment de réussite qui donne du sens, qui ouvre l'aventure collective et qui permet ensemble une performance, l'accueil, le choix, le recrutement du travailleur en situation de handicap. Alors, je termine. Vous savez que le thème de ce jour, il s'agissait de lier le handicap et le développement durable. C'est quoi le lien ? Moi, du côté de mon handicap, le durable, je vois à peu près ce que c'est. Le développement, moins. Après, c'est vrai, je me suis dit, il faut peut-être réfléchir comme pour le tri. Vous voyez ? C'est-à-dire, il y a des bacs pour le carton, il y en a pour le verre. À la NPE, on pourrait peut-être faire ça. Vous voyez, faire un tri sélectif du chômage. On les regroupe par handicap. Vous voyez, ils sont dans la grande famille chômeurs et on les regroupe par handicap. Ça va pas être simple de les recycler. Hein. Alors adoptez-les. Je ne suis pas sûr qu'ils se reproduisent en captivité. Hein. C'est quoi la question qui est derrière ? La question qui est derrière, c'est que, de fait, c'est un enjeu dit sociétal, parce qu'il s'agit de redécouvrir que, aussi au travers de là où je suis différent, je génère une attraction parce que je me pose comme unique. Et au travers de là où je suis blessé, il y a deux réactions possibles. Ou comme à Tchernobyl, on coule un sarcophage de béton sur la blessure, ou comme l'ostréiculteur qui découvre que, en blessant son huître, petit à petit, elle va sécréter une perle. Une dernière image que je vous laisse. Je pense qu'il y a un gros point commun entre le handicap et un vitrail. Vous avez déjà essayé de regarder un vitrail de l'extérieur ? C'est des morceaux de verre cerclés de plomb grillagés. Attractif, non ? Quand vous le regardez de l'intérieur, c'est lui qui va apporter la lumière la plus douce et la plus qualitative. Je pense que recruter un travailleur en situation de handicap, tant que vous le regardez de l'extérieur, c'est grillagé. Quand vous lui permettez de venir à l'intérieur, non seulement il va de lui-même révéler ce dont il est porteur, mais peut-être bien qu'il va venir dans votre entreprise révéler ce qu'il y a de plus précieux. Merci. Brillant. Enfin, je pense que là, on est tous en train de réfléchir à tout ce qui vient d'être dit. Avec Denis qu'on va retrouver parce qu'il sera également intervenant dans les tables rondes dans quelques minutes.